Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Adobe. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, e-commerce, générer du business au-delà du bouton acheter. Le consommateur se rend sur votre site, remplit son panier et finalise la transaction. Avec l'explosion des canaux, du volume de contenu et la volatilité des consommateurs, ce scénario idéal est aujourd'hui bien utopique. Quels sont les paramètres d'une transaction e-commerce réussie aujourd'hui ? Celle-ci ne se limite certainement pas à l'étape de l'achat. Les enjeux e-commerce commencent dès le début du parcours client. Personnaliser le parcours client en temps réel et favoriser l'interaction à chaque étape est critique dans ce contexte digital first. Proposer le bon contenu de qualité au bon moment et à la bonne personne, voilà le véritable enjeu des entreprises aujourd'hui si elles veulent fidéliser leurs clients et augmenter le panier moyen. Afin d'échanger sur le sujet et de mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière le bouton « Acheter », nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux business autour des solutions avant-vente en e-commerce. Quelles sont les conditions nécessaires pour réussir sa stratégie de conquête d'une audience potentiellement prête à acheter? Et surtout à l'avenir, quelles sont les opportunités à saisir pour développer du business au-delà du bouton « Acheter ». Pour en discuter, Sandrine Decorde, consultante, Stéphanie Maziol de Adobe, Hélène Delannoy de Adobe. Bonjour à tous, bienvenue sur The E-Commerce Society. Aujourd'hui, on va évoquer les opportunités de business au-delà du bouton « Acheter » en e-commerce. Et pour cela, j'ai trois interlocutrices aujourd'hui. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour Sandrine, ravi de te retrouver. Bonjour Michel. Bonjour Stéphanie. Je sais que je vais le faire peut-être entre Sandrine et Stéphanie, mais bon voilà. Bonjour Stéphanie. En tous les cas, Michel. Hélène et Stéphanie, je suis ravi de vous rencontrer. C'est la première fois que l'on se voit et je remercie également Adobe pour sa confiance renouvelée et son soutien. Première question pour toi Hélène. Quand on parle de concept de génération de business au-delà du bouton acheter, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? C'est une belle question parce qu'en effet, le bouton acheter, c'est un peu une finalité. Donc, il me semble qu'avant de pouvoir cliquer sur le bouton acheter, le concept hyper important, c'est la possibilité de se démarquer. Et comment on se démarque ? On est obligé de se démarquer parce qu'aujourd'hui, il y a une telle croissance de toute cette partie, ce secteur e-commerce, qui évolue de manière extrêmement importante. Donc, beaucoup d'acteurs, beaucoup de contenu. Et donc, justement, il faut pouvoir démarquer son contenu par rapport à la concurrence. Donc, pour moi, deux grands thèmes pour se démarquer. Le premier thème, c'est d'avoir la possibilité de proposer du contenu où on puisse être en immersion. Donc on est en immersion dans le contenu, même si c'est devant son écran, on doit pouvoir proposer à son client la capacité à faire des zooms extrêmement puissants, à pouvoir se projeter dans une image, à pouvoir faire de la vision 360, de la vue 3D. Donc on est en mouvement, donc on porte le produit, mais devant son écran. Donc c'est vraiment pour moi, ça c'est extrêmement important, un des points clés. Puis un deuxième concept qui est assez important aussi, c'est la capacité à pouvoir personnaliser son contenu. Donc comment je me démarque ? Je vais proposer cette personnalisation. Et je pense par exemple à des marques plutôt dans le e-commerce, comme un de nos clients, donc Converse ou Lacoste, les polos Lacoste. Aujourd'hui, la capacité de personnaliser son polo, c'est choisir sa couleur, donc le tissu, le col, l'intérieur, l'extérieur, de pouvoir rajouter un logo ou une petite marque sur ce t-shirt que je vais personnaliser avec mon prénom, donc à tel endroit ou tel endroit. Donc ça, c'est vraiment de la personnalisation. Donc je suis en immersion, je vois mon polo, je peux le personnaliser. Donc ça veut dire que la marque a compris, elle s'est démarquée et elle a pu sortir du lot et je clique. Ça me fait penser à un jeu vidéo que tu viens d'évoquer et que justement ça peut générer de la fidélisation, peut-être même revenir plusieurs fois sur le site de Lacoste
peut-être pas acheter les 3 premières fois, mais acheter la 4e. Oui. Et ça, on rentre dans justement ce fameux concept et ce fameux enjeu, au-delà du seul bouton acheter, qui est de créer des contenus qui soient ludiques. J'ai bien noté la notion d'immersion, de personnalisation et qui permettent justement d'accrocher l'attention de l'utilisateur. Exactement. Merci beaucoup Hélène. Sandrine, de ton point de vue, le concept de génération de business au-delà du bouton acheter, ça évoque quoi pour toi? En fait, le bouton acheter, et je rebondis complètement sur ce que dit Hélène, c'est une forme de finalité aujourd'hui, mais tout en amont et bien avant l'arrivée sur cette fameuse page produit en cliquant sur le bouton acheter, il y a toute une stratégie à mettre en place qui permet de développer un environnement immersif autour de la marque, de faire parler la marque. Donc là, on parle de la mise en place par le branded content, de toute une stratégie de storytelling qui raconte en fait quelles sont les valeurs de la marque, quels sont le sens de la marque, afin d'arriver toujours sur la page produit ou éventuellement de router en omnicommerce, en omnicanal, en fait, dans un point de vente. Donc on est bien dans des environnements qui sont devenus tellement complexes au niveau de la publicité, du marketing et de la communication, qu'on a besoin d'avoir un storytelling signifiant, individualisé sur les typologies de clients et notamment sur les personas, et on est dans des environnements assez complexes. Et pour moi, justement, tout ce qui est amont ou aval du bouton, du fameux bouton acheter, en fait, c'est de la stratégie de marque, c'est de la stratégie marketing, et ça doit être pensé, réfléchi et agi. Merci Sandrine. Donc, valeur de marque, storytelling, on reste dans le marketing, la publicité. Et j'allais dire, ce storytelling, c'est aussi un petit peu aider l'utilisateur à se la construire lui-même à travers cette immersion et à travers justement cette personnalisation. Je vais parler de mon cas perso. Moi, j'adore aller sur le site de Nike pour me dire que je vais personnaliser une chaussure que je n'ai pas encore acheté. Mais je le fais, mais je reviens régulièrement sur le site de Nike. Pareil pour Lacoste ou d'autres marques. Et je pense à ma fille, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc je la salue, qui, étant jeune, était accro à un jeu sur Nintendo où elle habillait des personnages et elle inventait une histoire avec ces mêmes personnages. On est un peu dans cette immersion-là. Et je terminerai juste par ce que ça m'évoque, tout ce qui a été dit jusqu'à présent. On parle beaucoup de métaverse et que justement, métaverse est une sorte de sublimation de ce que l'on vient d'évoquer sur cette volonté de créer une nouvelle valeur de marque à travers cette immersion qui est en 100% le concept de métaverse et puis cette personnalisation de notre histoire ou de la manière dont on va porter le produit. J'espère, ma chère Stéphanie, que je n'ai pas, entre guillemets, anticipé sur ce que tu allais nous dire. Non, pas du tout. Donc justement, Stéphanie, quand on parle de génération de business au-delà du bouton acheter, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Alors, ce qu'évoque finalement au-delà du bouton achat, ça m'évoque l'anticipation finalement. L'anticipation, donc avant l'achat ou même peut-être après l'achat, enfin tout ce qui peut se passer en fait au niveau de l'animation du parcours avant et après achat. Et il est vrai que, voilà, en fait, de nos jours, c'est le client qui décide quand, où et comment interagir. Et les interactions se déroulent de façon quasi instantanée. Donc, pour les marques, en fait, il s'agit d'anticiper chaque micro-moment et effectivement, les actions, les budgets, le calendrier marketing ne peut plus être poussé, planifié en fonction justement des produits, des services que souhaite pousser la marque. Il faut vraiment renverser cette logique et être au plus près des besoins des consommateurs. Donc voilà, enfin, par rapport à ça, vraiment, il y a une animation qui doit se faire à tous les points de contact. Et on peut prendre l'exemple d'une enseigne, voilà, je ne vais pas forcément donner le nom parce que je n'y suis pas autorisée, mais d'une enseigne de grande distribution. Alors, elle a 600 supermarchés à travers le territoire, mais également un service de course en ligne. Et en fait, cette enseigne, elle se rend bien compte qu'il faut créer des moments d'interaction parce que quand on va dans les supermarchés, on est en contact avec des individus, mais sur le web, c'est quand même plus froid ou ça peut être perçu comme plus froid et on est finalement seul, isolé devant son écran. Donc il faut solliciter ces moments d'interaction et elle le fait notamment parce que avec son service de course en ligne, il y a une livraison qui doit se faire dans les 3 heures, ce qui est déjà assez ambitieux. Et on peut suivre d'ailleurs le cheminement de ces achats. Si pour autant,
par malheur, il peut y avoir un délai dans la livraison en fait, des achats. D'abord, moi, en tant que consommateur, je vais recevoir un push pour me dire qu'effectivement, il y a un petit délai. Mais au-delà de ça, en fait, les interactions vont se poursuivre par chat. La marque va proposer au client de recevoir sa livraison donc, avec un petit peu de délai ou de choisir un nouveau créneau à une date ou à une heure différente. Donc on voit bien que ça passe, on ne s'arrête pas à animer juste l'acte d'achat, on anticipe les besoins du client et finalement on est capable de transformer un risque d'insatisfaction en expérience, voire en service inégalé. Merci Stéphanie. Moi j'ai compris donc cette notion d'anticipation du parcours client dans les bons comme dans les moins bons moments. Exactement. Ouais. C'est le fait de travailler sur l'immersion, de la personnalisation et puis également travailler sur une valeur de marque un petit peu différente en créant ces fameux moments d'interaction. Si j'ai bien compris tout ce que vous m'avez évoqué autour de ce concept. Alors maintenant qu'on a compris à peu près tous les enjeux autour justement de cette génération de business au-delà du bouton acheter, c'est quoi les enjeux business autour de ces solutions avant-vente d'une certaine manière? De ton point de vue, Hélène? Alors je pense que l'enjeu majeur, et Sandrine en a parlé, mais il est vraiment majeur et pas encore réglé totalement aujourd'hui, c'est l'aspect omnicanal. Donc moi, je reviens toujours avec ma casquette contenu. Donc pour moi, c'est extrêmement important le contenu, aujourd'hui, il ne peut pas être disponible que sur un canal. Et surtout quand on se rend compte que 40% des contenus aujourd'hui sont consultés depuis les mobiles. Hein. Donc c'est la FEVAD qui donne ces informations. Donc aujourd'hui, être prêt d'avoir des produits, des images, c'est tout simplement, tout part d'une image. Mais que cette image ou la vidéo ou voilà, tout type de contenu, tous les formats de contenu doivent être déclinable sur tous les terminaux. Donc sur ces grands écrans, il y a du contenu qui sort, il faut qu'ils soient en haute définition, sur des toutes petites machines comme nos smartphones, sur des encore toutes petites bannières sur du Facebook ou du Twitter. Donc voilà, tout ça, toutes ces images doivent être disponibles sur cet aspect omnicanal. Donc derrière, c'est être en mesure d'avoir une bibliothèque, derrière, riche, une bibliothèque de médias, ce qu'on appelle sur le marché le DAM, le Digital Asset Management, l'acronyme, pour expliquer que c'est ça qu'on doit mettre en place pour préparer ce contenu à avoir une diffusion dynamique sur tous ces canaux. Donc ça, pour moi, c'est un très grand enjeu. Et le deuxième enjeu, finalement, c'est l'aspect international. Donc, et c'est pas parce que ça rime avec omnicanal, mais quand même. Donc du coup, l'aspect internationalisation, c'est clé. Tous les acteurs du e-commerce vont commencer par un marché, en règle générale. Mais derrière, il faut être en capacité de choisir des solutions qui puissent grossir avec son entreprise. Donc, grossir d'abord sur un autre pays, sur une plaque européenne, sur les États-Unis, la Chine. Aujourd'hui, un marché extrêmement important. Donc voilà, les deux enjeux, pour moi, c'est ça, c'est être prêt à pouvoir s'étendre, en fait. Donc, Merci Hélène. Alors Sandrine, on vient de voir que l'omnicanalité, je finis pas en hal, et l'internationalisation, je ne finis pas en hal non plus, sont hyper importants effectivement pour le développement d'une société e-commerce et développer tous ces différents assets, si j'ai bien compris, pour justement préparer et anticiper, comme on le disait tout à l'heure, le parcours client. De ton point de vue et de ton observation, c'est quoi les enjeux business autour de ces solutions avant-vente en e-commerce? Essentiellement, les enjeux business autour de ces solutions, c'est surtout permettre une forme de productivité et d'efficacité de la diffusion du contenu et la production du contenu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans des environnements digitaux où la multiplicité des formats de contenu peut devenir extrêmement coûteuse. La réflexion qu'il faut avoir pour décliner notamment des positionnements de marque sur des formats vidéo courts de quelques secondes, plus longs, plus positionnants, allant jusqu'à quelques minutes, vertical, horizontal, en fonction des réseaux sociaux de diffusion, le texte qui est toujours aussi important, les bannières qui ont des formats extrêmement développés, font que les solutions technologiques qui nous permettent en tant qu'annonceurs, qui nous permettent de diffuser ce contenu, sont très importantes et sont la clé justement pour drainer un trafic extrêmement qualifié et notamment des prospects et des clients qui sont déjà immergés
dans l'environnement de la marque pour arriver de manière le plus souple possible sur cette fameuse intention d'achat. Et aujourd'hui, on est dans des environnements où justement les discours de la marque sont multiples. On parle de multicanal en termes de format, en termes de diffusion, donc sur le smartphone, sur les écrans. Et on parle aussi de contenu propriétaire, mais de contenu branded content, contenu déporté, notamment avec toutes les relations influenceurs, au-delà de la publicité qui est plus fortement traçable, mais toutes les relations influenceurs. On ne sait pas aujourd'hui exactement mesurer quelle est l'attribution de cette part d'influence, puisqu'il y a énormément d'acteurs, notamment les plateformes social médias qui coupent un petit peu l'information. Mais on sait que ça a un impact sur les ventes parce qu'on le voit directement sur les pics de vente. Et là, on est sur une autre format de contenu, en fait, qui n'est pas un contenu propriétaire. Effectivement, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément naturel pour un acteur e-commerce de se dire que c'est à l'extérieur, peut-être via des contenus extérieurs, qui peut, entre guillemets, alimenter toutes ces opportunités business autour du bouton acheter, effectivement. De ton côté, Stéphanie, donc les enjeux business sur tous ces outils avant-vente que l'on vient d'évoquer, de ton point de vue, alors, quels sont les enjeux business? Oui, moi je parlais donc d'anticiper et effectivement d'animer un petit peu tout ce parcours. Pour ce faire, en fait, la connaissance client, elle va être absolument essentielle. Donc de pouvoir centraliser les données pour ensuite connaître son client et transformer cette connaissance, ces insights, en expérience sur mesure et individuelle. Donc pour ce faire, en fait, on va utiliser des fonctions avancées de gestion de données, de gestion d'audience, avec par exemple une Customer Data Platform, une CDP, ou des fonctions en fait d'orchestration de parcours. Et donc, la fonction, entre guillemets, première, ça va être effectivement de réconcilier les identités, parce qu'aujourd'hui, en fait, on va passer d'un CRM, peut-être d'un email ou peut-être d'un numéro de carte de feed, voilà. Et on va vouloir rapprocher finalement ces données à des données qui sont recueillies dans les différents systèmes, éparpillés à travers toute l'entreprise, typiquement collectées par différentes équipes en silo. Et puis parfois aussi, ces données sont recueillies de façon anonyme. Donc à partir du moment où on peut gérer les profils anonymes et les profils connus, on peut réconcilier les identités qui existent dans les différents systèmes. Donc c'est la première fonction de ce qu'on appellerait un profil client intégré. Puis la deuxième fonction, c'est finalement de faire une correspondance de ces données dans le profil client avec les interactions en temps réel de mes clients. Donc tous ces signaux qui sont lancés par mes clients quand ils téléchargent une application mobile, quand ils postent un commentaire ou quand ils peut-être font un temps de silence, marquent un temps de silence avec un abandon de panier, par exemple. Donc, toutes ces interactions, c'est un vivier, un concentré d'informations formidable pour justement connaître, mieux comprendre son client, ensuite optimiser ma stratégie de communication et déclencher des parcours évolutifs qui collent, entre guillemets, au moment vécu dans l'instant du client. Alors, moi, je retiens deux termes, profil client intégré. Et l'autre point, c'est les fameux signaux faibles, entre guillemets, mais qui sont quand même des signaux très intéressants, qui sont l'interaction qu'a le client ou le prospect potentiel avec, entre guillemets, un certain nombre d'items ou de points de contact qui permettent de remonter les informations. D'où cette question, qui est une question d'ordre de gouvernance, en fait, d'une certaine manière. C'est quoi les conditions nécessaires pour réussir sa stratégie de conquête d'une audience potentiellement prête à consommer? Quand je dis conditions nécessaires, c'est tant sur le plan humain que sur le plan technologique. Parce qu'en disant tout ça, même pour, je caricature et je m'en excuse auprès de monsieur et madame Michu, qui ne sont pas forcément, entre guillemets, qui ont un petit business d'artisans ou TPE, PME qui fonctionne bien, mais qui se disent qu'il y a un potentiel omnicanal, international, et qui se disent ouais d'accord, mais toute cette technologie pour moi ça va être compliqué. Et comment on peut les rassurer en leur disant ok, il y a des conditions nécessaires, technologiques certes, mais en vous organisant un peu vous pouvez y arriver. De ton point de vue, Hélène, c'est quoi ta vision autour des conditions nécessaires pour réussir sa stratégie de conquête d'audience?
Enfin, je ne vais pas être très originale et Mais il faut répéter les choses, surtout auprès rajoute. de monsieur et madame Michu, donc il n'y a pas de problème. Mais on est toujours sur cette stratégie de contenu, parce qu'on se dit que le contenu c'est important, que le contenu doit être prêt, que le contenu doit être diffusé, mais il faut s'organiser. Donc on revient de nouveau sur cette organisation de ce contenu. Ça veut dire quoi? C'est être capable de proposer une variété de contenus. On aime bien... Alors, aujourd'hui, en plus, on veut un petit peu tout pour soi. On est très, très, très égoïste, très volatile, très infidèle avec les marques. Donc, il faut nourrir au maximum le consommateur. Donc, il faut qu'il y ait une variété de contenu. La variété de contenu, elle passe par, certes, des images, immersive ou non, mais en tous les cas, il faut de l'image. Il faut donner à manger, il faut achalander sa vitrine digitale. Donc, c'est son magasin, en quelque sorte. Hein. Donc, plus cette vitrine digitale est achalandée, plus on va garder le consommateur sur le site, augmenter son temps de présence sur le site. Et donc, tout ça, ça va aider à faire du trafic, finalement. Voilà, variété de contenu. Mais ça peut être aussi une variété de contenu du texte. Hein, créer des communautés, créer des blogs. Donc, il n'y a que la personne qui a son business qui est expert de son business et elle doit se démarquer en prouvant aux autres qu'elle est plus expert que l'autre. C'est ça qui fait qu'on va cliquer et qu'on va se préparer et on va être prêt à répondre à ces enjeux. L'enjeu, c'est quoi? C'est être compétitif. Donc cette compétitivité, elle passe par la qualité des produits, mais également son talent à pouvoir le faire savoir à travers tous les supports qui sont à notre disposition. Et si je peux rajouter, c'est aussi une manière de mêler, de faire le pont entre le web et la boutique. Tout à l'heure, on parlait d'omnicanalité. Il y a un exemple criant, que j'adore. Donc la marque Boulanger, qui propose un site web marchand. Et ils étaient très connus dans le nord de la France initialement, donc pour leur boutique. Ils se sont installés à Paris, mais avec un concept, exactement, avec un concept extra, que je trouve extra. Donc, dans Paris, ils ne peuvent pas avoir tous les produits. Eh bien, le consommateur qui veut tout de suite, qui veut le produit qu'il a vu sur le site parce qu'il ne veut que celui-là, on ne peut pas avoir tous les référencements en boutique. Ils ont mis en place des écrans à taille humaine dans la boutique. Oui. Et ça veut dire que je peux aller sur un terminal et cliquer sur le produit que je veux voir et il va s'afficher à côté de moi. Je vais pouvoir ouvrir le réfrigérateur et le voir en fonction de ma taille. Et ça, c'est un bel exemple de réconciliation parce que souvent, on était un peu en mode concurrent, le web avec la boutique. Bien sûr. Et c'est une manière de réconcilier ces deux mondes aussi. Donc, et d'être dans le fameux monde du figital, du physique et du digital. Exactement. Merci Hélène. De ton point de vue, Sandrine, c'est quoi les conditions nécessaires pour réussir sa stratégie de conquête d'audience potentiellement prête à acheter? Donc on a vu à l'instant qu'il fallait créer du contenu, prouver son savoir-faire à travers de l'image. Donc il faut être entre guillemets un peu une sorte de directeur ou directrice de la publication du product content un peu. Qu'est-ce que tu as pu observer de ton côté? Alors de mon côté, moi j'ai pu observer que en fait les stratégies gagnantes, c'était vraiment les stratégies qui permettaient d'éditorialiser vraiment leur marque, que ce soit une éditorialisation dans le monde digital qui passe par différents contenus, très souvent de la vidéo, des interactions et de la production de contenu envoyé sur les réseaux sociaux, mais aussi les fameuses newsletters, emailing, qui en général sur le e-commerce peut générer jusqu'à 30% des achats directs. On a fait une émission sur le retour de la newsletter et que c'était un des canaux les plus efficaces, de par aussi, merci la réglementation, un mode de diffusion qui est un peu moins anarchique que dans les années 2000, et cette proactivité de l'utilisateur qui fait qu'il y a un engagement très fort sur les newsletters. Voilà, et les ouvreurs de newsletters de marque sont des clients très engagés qui accordent un temps particulier à une marque qui est très précieux. Donc le travail de qualité de contenu des newsletters est extrêmement pertinent et donne lieu à des achats prouvés, que ce soit en magasin ou sur le site marchand. Donc on est vraiment multicanal. Et après aussi, on a toute la partie contenu qui est plus de la communication de branding, mais notamment sur l'exemple d'ouverture du magasin Boulanger, il y a une scénarisation, événementialisation de l'acte d'achat en magasin qui peut très bien rebondir sur le web, parce qu'en fait, on parle de l'expérience d'achat physique qui est complètement organisée et événementialisée.
Et là, on est dans un environnement événementiel du monde physique, mais qui a des rebonds aussi sur le digital, et pourquoi pas qui peut amener à conclure l'acte d'achat sur le site e-commerce, alors qu'il a démarré probablement en boutique. Oui, les fameux repos, research online et purchase offline. Et l'inverse est vrai aussi. Merci Sandrine pour ces précisions. De ton point de vue, Stéphanie, quand on parle de conditions nécessaires pour réussir sa stratégie de conquête, c'est quoi les conditions à réunir justement ? Alors moi, je pense, parce qu'on a parlé de plein de choses déjà, mais je pense à la personnalisation. On en a un petit peu parlé déjà, mais on sait que le marché finalement tend vers l'hyper-personnalisation. Il y a une tendance forte vers l'hyper-personnalisation. Voilà, en même temps, elle est quand même pas facile en fait à exécuter. Et pour cela, nous, effectivement, on permet d'utiliser des moteurs de recommandation d'offres. Donc, c'est un moteur décisionnel central qui va permettre justement on disait, j'ai pas envie d'analyser, on va dire, pas taper dedans, mais analyser analyser en fait les données du profil client pour ensuite savoir sélectionner quelle offre, une offre qui sera adaptée à chacun. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on tend vers l'hyper-personnalisation, 55% quand même des consommateurs disent qu'ils sont frustrés des recommandations qu'ils reçoivent, qui sont poussées en fait sans lien avec leurs intérêts. Donc on en est encore là malgré tout. Donc voilà, et on a l'exemple de l'Occitane, pour qui un moteur comme ça, décisionnel, central, est un axe stratégique en fait dans leur marketing. Et en fait, ils encouragent les clients à remplir des profils beauté, d'abord en ligne, qui vont permettre en fait d'avoir des informations très riches, très précieuses pour la suite. Et effectivement, ces informations-là, couplées aux historiques d'interaction, aux historiques d'achat, aux scores dérivés notamment de ces profils, vont permettre ensuite de proposer la bonne offre à chacun au moment où et sur le canal où il interagit. C'est ça, vraiment, le côté inbound marketing qui est intéressant. Après, au-delà de ça, on va aussi fonctionner de plus en plus avec des modèles prédictifs. Alors, peut-être pas au niveau des TPE, mais c'est vrai que on utilise beaucoup de machine learning, beaucoup d'intelligence artificielle qui vont permettre, par exemple, il y a plein de use cases possibles, de cas d'usage possibles, mais par exemple d'anticiper la propensité en fait d'un client, de la propension d'un client à recevoir des messages et ensuite adapter par exemple la pression commerciale pour pas trop le matraquer, et puis ou par exemple de trouver le bon moment ou envoyer un message pour que ce client ne se détourne pas de ma marque. Et puis après, on peut aussi avoir des canaux qui se rajoutent on va dire, aux dispositifs traditionnels. On parlait de chat tout à l'heure, ça peut être un chat intelligent qui a la possibilité en fait de tracer un petit peu la navigation et les points d'interaction pour ensuite savoir quels sont les clients chauds et puis ensuite pouvoir interagir de façon personnalisée. Merci pour ces précisions, Stéphanie. Justement, tu parles d'interaction, de pouvoir utiliser des chatbots, mais pas que, également des systèmes de plus en plus intelligents. Ça fait penser un petit peu à l'avenir. Et on en arrive à notre dernière question, et je vous demanderai d'y répondre assez rapidement. À l'avenir, selon toi, Hélène, quelles sont les opportunités à saisir pour développer du business, et encore plus de business, au-delà du bouton acheter ? Prenez conscience de votre coffre-fort. Le coffre-fort, c'est votre contenu. Donc, il faut absolument construire ce coffre-fort. Et l'avenir, c'est quoi ? C'est avoir des coffres-forts intelligents. Donc, on parlait en effet de l'intelligence artificielle. Ça existe aussi pour le contenu. Il y a des choses incroyables qui sont faites aujourd'hui pour justement aider à automatiser un petit peu ces créations de contenu de manière automatique, avec toute cette intelligence robotique, même si on peut à un moment donné prendre la main, nous, humains, mais se faire aider de l'intelligence artificielle pour gagner du temps. Il y a un retour sur investissement qui est
extraordinaire avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est clé. Et puis, miser sur des contenus, ces nouveaux contenus riches. Donc, c'est 3D, c'est tout ce qui est texture virtuelle, c'est la réalité, en fait. Et c'est du faux. Donc, faut vraiment miser sur tous ces nouveaux contenus et s'assurer derrière d'avoir des plateformes qui les supportent, entre guillemets. Donc, qui vont pouvoir les gérer, qui va vous permettre de les stocker, de les rechercher facilement et de les partager avec vos collègues dans les autres services, parce que l'objectif, c'est aussi créer du contenu, le partager pour dépenser moins et cliquer et que ça rapporte, que ce ne soit pas tout dans la marge. C'est quand même le but final, mais en tout cas, ce qui est très intéressant et important, c'est de travailler sur ce système de coopération technologique, mais également coopération avec, on parlait de l'extérieur tout à l'heure, ce qui n'est pas forcément des choses auxquelles on pense, on parlait des influenceurs, entre autres, et c'est vrai que en gros, sky is the limit grâce aux technologies. Il faut juste se faire plaisir et oser, en fait. Merci beaucoup, Hélène. Sandrine, de ton point de vue, les opportunités à saisir pour développer le business demain, ça serait quoi ? Eh bien, moi, je repartirais un peu de ton mot d'introduction sur le métaverse, en fait. Je pense qu'il y a un champ énorme qui est en train de s'ouvrir pour les marques, qui est l'actif numérique, l'objet digital. Et donc, on vient de voir que Facebook a annoncé de très gros investissements dans le métaverse, qui bascule dans sa 3e phase de développement, qui est cet univers digital. Et on peut très bien penser que demain, et assez rapidement, en fait, on va pouvoir acheter des objets ou des droits d'usage, en fait, numériques, donc basés sur des actifs numériques qui sont notamment supportés par la technologie des NFT, des non-fungible tokens, pour pouvoir consommer dans ces univers digitaux. Alors aujourd'hui, on se dit, mais c'est complètement futuriste, et je pense qu'on est un peu comme en 2003-2004 au sujet du e-commerce. On savait que le e-commerce, c'est un truc de start-upper, d'entrepreneurs sur le côté, et puis au final, ça fait 20 à 30% du chiffre d'affaires des grands retailers et du business de la consommation normale. Et on sait qu'en fait, le digital a une force très puissante. Donc assez rapidement, moi je vois que pour arriver à des taux de consommation et de bascule d'achat digital, on a mis 10 ans. Les cycles s'accélérant, je pense que très très rapidement, on va prendre l'habitude de consommer dans des univers digitaux. On a vu que la crise du Covid, ça nous avait habitués à travailler complètement dématérialisé, délocalisé. Ça a fait exploser et basculer en fait dans de nouvelles habitudes qui étaient déjà existantes, mais qui n'avaient pas... On dit qu'on a gagné peut-être 3 à 5 ans. 3 à 5 ans. Donc demain, on voit les nouvelles générations qui sont plus du tout propriétaires de rien, qui n'ont pas besoin, qui sont dans des modèles d'abonnement très naturellement, dans des modèles de partage de supports digitaux naturels. Donc je pense que c'est vraiment l'avenir sur l'acte d'achat. Et sur ce qui se passe en amont, ça peut être une solution à la fin de l'affiliation et de la cookification tierce, notamment par le biais qu'on peut rétribuer en fait un contributeur à un acte d'achat, et notamment un influenceur, par le biais d'un NFT utilisant la technologie de la blockchain. Et c'est assez passionnant. Je confirme. Merci Sandrine. Je suis très enthousiaste sur le sujet. Voilà. Je vois, ce sera l'occasion de nous retrouver certainement. Stéphanie, justement, le mot de la fin sera pour toi. À l'avenir, quelles sont, d'après toi, les opportunités à saisir ? On a parlé du métaverse, on a parlé aussi d'un développement et du fait qu'il fallait oser essayer des nouvelles formes d'expression pour le contenu. De ton point de vue, Stéphanie, quelles sont les opportunités à saisir pour développer du business au-delà du bouton acheter ? C'est notre thème du jour. Oui, moi je pense aussi que ça passe par la création en fait d'un lien et donc la fidélisation finalement, tout simplement. Parce que en fait, cette fidélisation, elle passe déjà par des choses pratiques, des facteurs pratiques comme une navigation simple, épurée sur le site, peut-être une procédure, un process en fait de retour de ces achats simples, la possibilité également d'avoir tout simplement des prix compétitifs, sur son site par exemple. Mais au-delà de ça, donc ça passe effectivement par des facteurs plus extérieurs,
expérientiels, comme justement la prise en compte des besoins du client en temps réel, par la possibilité de pousser des offres et des recommandations, et puis aussi d'avoir accès aux avis positifs, donc aux expériences positives des autres clients, parce que finalement, on sait que les clients sont de formidables atouts pour la marque, qui peuvent être des ambassadeurs, qu'avec les réseaux sociaux, on a effectivement un côté amplifié de ces avis, et la fidélisation, ne l'oublions pas, c'est vrai que voilà, on sait que ça coûte 6 fois plus cher ou 6 à 7 fois plus cher d'acquérir un client que de conserver un client actuel. Oui. Merci beaucoup Hélène, merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup également. Oh pardon. Tu vois, il fallait que je la fasse. Pour la fin. Merci Stéphanie. Merci Sandrine. Merci Hélène. C'est la fin. Mais j'étais tellement concentré sur ce que vous disiez que j'étais un peu parti ailleurs et que j'en oubliais vos prénoms. Et tu m'en excuseras, Stéphanie. Mais en tous les cas, je pense que ceux qui nous écoutent et nous regardent conserveront en tête tous les conseils que vous avez donnés pour aller justement au-delà du bouton acheter, et toute la stratégie à la fois de contenu, j'allais dire de coopération avec l'extérieur. On a parlé des influenceurs, mais également toute la brique technologique à travers l'automatisation, à travers les robots intelligents qui permettront à tout à chacun, de la grande enseigne à monsieur et madame Michu, propriétaires d'une TPE, de pouvoir fidéliser, puisque c'est quand même la question clé, ou en tout cas le concept clé derrière cette fonction, cette volonté d'aller au-delà du bouton acheter. Donc merci beaucoup, et je vous dis, j'espère, à très bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de la génération de business dans l'e-commerce. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adobe pour leur soutien. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.